Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interaction. Un Conseil européen se tient depuis hier à Bruxelles. L'objectif, parvenir enfin à un deal entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, mais ce serait un euphémisme de dire qu'il reste beaucoup de progrès à faire. Tentative de résumer en deux vidéos. La première, très courte, Theresa May qui arrive hier à Bruxelles. Everybody around the table wants to get a deal. By working intensively and closely, we can achieve that deal. I believe a deal is achievable, and now is the time to make it happen. Quelques heures plus tard, c'est Antonio Tajani, le président du Parlement européen, qui s'exprime. Non ho trovato sostanziali novità sui contenuti del discorso della signora May. Pas de nouveautés majeures. Alors, a-t-on assisté à un énième rassemblement de dirigeants, à une débauche de temps, d'énergie et de moyens pour rien? Je pose aujourd'hui la question à mes trois invités. Pascale Joannin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schuman. À vos côtés, Catherine Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et puis avec nous, à Londres, notre correspondant du Figaro, Hello. qui respire, mange et dort Brexit depuis plusieurs années, maintenant presque. Florentin Collomb, bonjour. Hello. On va commencer avec vous, Florentin. Effectivement, on s'intéresse à la façon dont le Royaume a pris cette dernière nouvelle, à savoir que les négociations vont encore perdurer. Comment est-ce que la presse, par exemple britannique, en parle ce matin ? Les gens se lassent, vous savez, parce qu'on avait présenté ce sommet comme celui de l'accord, celui où les négociations devaient aboutir pour être confirmées dans un sommet solennel des 28 à Bruxelles au mois de novembre. Non seulement il ne s'est rien passé, le sommet de novembre n'a pas lieu, donc maintenant la prochaine échéance c'est probablement décembre. Donc les gens sont un petit peu fatigués le fait que les choses traînent en longueur, d'autant plus que Theresa May, la seule chose un petit peu concrète qui est émergée de la réunion d'hier, est que Theresa May et les 27 ont évoqué l'idée de prolonger la transition à l'issue de la sortie du Royaume-Uni le 29 mars prochain d'un an, donc un an de plus. Ça provoque des réactions de scepticisme ou d'impatience selon les bords. Et effectivement, Florentin, on voit la une du Daily Mail notamment. Alors, juste après, l'autre débat très important du jour, à savoir si le téléphone de votre mari va ruiner votre vie amoureuse. On peut voir tout en dessous. Another year in Brexit limbo. Encore un an à patienter pour la première, d'après en tout cas la première ministre britannique. Catherine Mathieu, comment vous percevez-vous cette impatience britannique et à l'aune de ce qui vient de se dire au Conseil européen ? Cette impatience britannique est multiple parce qu'au Royaume-Uni, il y a tellement de perceptions sur ce qu'il faudrait faire par rapport au Brexit, entre ceux qui pensent qu'il faudrait voter de nouveau et rester, ceux qui pensent qu'il faut sortir plus vite. En fait, tout le monde est assez déçu, je pense, par ce sommet. Alors aujourd'hui, on entend surtout ceux qui sont les plus en faveur d'un hard Brexit qui disent « mais alors, si on repousse la période de transition, on ne va jamais sortir. Theresa May fait trop de concessions à l'Union européenne. Il faut sortir au plus vite. » Et puis de l'autre côté, on voit bien que du côté de ceux qui sont pour rester, il y a l'idée « mais non, il faut continuer les négociations et il faut trouver un bon accord avec l'Union européenne. » La perspective d'un bon accord, elle est encore réalisable pour vous, Pascale Joannin? Oui, c'est possible. Ça devient de plus en plus difficile, il ne faut pas se cacher la face. Mais elle est possible. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit à la fois Theresa May hier et les 27, par l'intermédiaire de plusieurs participants. On veut y croire. On veut y croire parce qu'on pense qu'en effet, c'est l'intérêt des deux parties. Simplement, la balle est plutôt aujourd'hui dans le camp de Mme May, qui doit trouver à l'intérieur du Royaume-Uni et à l'intérieur même de son parti et de sa coalition, puisqu'il y a une petite coalition en Royaume-Uni pour avoir la majorité, pour trouver en effet la ligne de crête qui sera la plus acceptable pour la majorité britannique. Et c'est là qu'on se rend compte que tout est aujourd'hui une question politique. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le fait que la balle soit du côté de Theresa May. Je sais bien que c'est ce que dit l'Union européenne à 27, mais en fait, la réalité, pour moi, c'est que Theresa May a fait des propositions à l'Union européenne avec son plan dit Checkers en juillet dernier, dans lequel elle proposait en fait un libre marché pour les marchandises. Le problème principal qui reste à régler actuellement dans les négociations avec l'Union européenne étant la question de la frontière irlandaise. Et on a d'un côté l'Union européenne à 27 qui dit
eh bien, mettons la frontière dans la mer d'Irlande et de l'autre côté, les Britanniques qui disent, pas seulement les Britanniques unionistes qui sont en Irlande du Nord, mais les Britanniques de façon générale, on ne peut pas accepter cette possibilité. Donc en fait, dire que la balle est dans le camp de Theresa May, c'est tout de même très difficile. Cette question de la frontière, je pense qu'il faut qu'il y ait un accord qui soit trouvé des deux côtés. On va y revenir effectivement dans une poignée de secondes sur cette question de la frontière en vous montrant à l'aide d'une carte toute la complexité de ce dossier. Si ces négociations échouent, ce sera donc le no deal. Catherine, Mathieu, je rappelle aussi que c'est une émission interactive. N'hésitez pas à poser vos questions. On a déjà Philippe, Brigitte, Sabrina qui nous interpellent, Mina également. Posez vos questions, nous sommes là pour y répondre. Dans le cas d'un no deal, est-ce que la situation serait réellement catastrophique pour le Royaume-Uni ? Tout dépend du no deal qui se dessinerait. Du type de non-accord qui se profile. Effectivement, parce que quand on parle de non-accord, il y a la possibilité, enfin en principe, donc le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne le 29 mars. S'il n'y a pas eu d'accord avec l'Union européenne d'ici là, il est possible qu'il n'y ait pas de période de transition après le 29 mars 2019. Donc le cas le pire, ce serait qu'il n'y ait vraiment aucun accord d'ici mars 2019, que le Royaume-Uni sorte et qu'on se trouve à devoir régler le lendemain de cette sortie la question des formalités à la douane, la question des réglementations. Et donc ça serait vraiment un très très gros choc à la fois pour les exportateurs britanniques qui exportent vers l'Union européenne, mais aussi pour les pays de l'Union européenne qui exportent vers le Royaume-Uni. Donc je pense que ces scénarios extrêmes où d'un jour à l'autre on aurait tout à remettre en place en termes d'échanges, principalement des marchandises dans un premier temps, ne sera pas le cas qui va se dessiner. Je pense que l'Union européenne et le Royaume-Uni vont essayer de trouver au moins une façon de prolonger une période de transition pour éviter de se trouver dans la situation la plus catastrophique d'un accord chaotique, d'un non-accord chaotique. D'autant plus que, Florentin, vous allez nous l'expliquer, mais sur la majorité des points de négociation, un accord a déjà été trouvé sur presque 80% des points. Allez, disons, Florentin. Oui, même presque 90% selon certains négociateurs. Angela Merkel disait hier 90%. Ce qui a été décidé, là on ne parle que du premier accord, qui est l'accord de divorce, c'est-à-dire les conditions de la séparation entre le Royaume-Uni et l'Europe. Plusieurs points ont été déjà acquis, mais rien n'est acquis tant que tout n'est pas acquis. Donc, le sort des citoyens européens qui vivent au Royaume-Uni et inversement des Britanniques qui vivent en Europe, la dette, le solde de tout compte en quelque sorte des Britanniques a versé à l'Europe à peu près 45 milliards d'euros, ainsi que le fait qu'une transition aura lieu après la sortie le 29 mars. Tout ça, c'est acquis. Le reste, le problème de la frontière irlandaise, on ne sait pas comment trouver un accord qui permette qu'il n'y ait pas de retour d'une frontière physique sur cette ligne de démarcation virtuelle qui existe aujourd'hui entre l'Irlande du Nord britannique et la République d'Irlande, qui est membre de l'Union européenne. Alors justement, expliquez-nous avec cette carte, car on le rappelle, les amis internautes, que le Royaume-Uni se compose de l'Angleterre que vous voyez ici, du Pays de Galles, de l'Écosse et de l'Irlande du Nord, et que bien entendu, l'Irlande n'a pas choisi de quitter l'Union européenne. Se pose donc le problème de la frontière. Expliquez-nous, Florentin, rapidement, que souhaite l'Union européenne et que souhaite le Royaume-Uni concernant ce petit bout de frontière ici. Voilà, c'est ce petit bout de frontière qui fait quand même 500 km et qui est complètement imbriqué dans la vie économique et sociale de l'Irlande. Le problème, c'est qu'une fois que le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne, il faudra bien contrôler quelque part les marchandises qui rentrent ou qui sortent s'il n'y a pas d'accord de libre-échange pour les produits britanniques, enfin pour les produits qui circulent de part et d'autre. Donc, pour contourner cet obstacle, l'Union européenne a proposé de garder tout simplement l'Irlande du Nord dans l'Union douanière européenne et dans le marché unique européen, ce qui imposerait une frontière entre l'île d'Irlande et la Grande-Bretagne. Ça, les Irlandais du Nord, mais aussi le gouvernement britannique ne veulent pas en entendre parler. Et ils proposent de leur côté que Theresa May a proposé que tout le Royaume-Uni reste quelque temps de plus dans l'union douanière
avec les Européens, mais ça suscite de très très vives controverses sur la scène politique britannique parce que de très nombreux politiciens pro-Brexit refusent d'entendre parler de cette solution, d'où l'impasse actuelle des négociations. Je suis désolée, c'est bien un problème politique aujourd'hui. La question, en effet, elle est simple et moi je le dis depuis longtemps, c'est Madame May n'a pas de majorité à l'intérieur de son parti et donc sur cette question de l'Irlande, en effet, l'union douanière est un mot honni par les hard Brexiteurs. Donc, en effet, elle est coincée et donc elle ne peut pas avancer. Elle, je crois qu'elle aurait déjà, si elle avait pu, elle toute seule le faire, accepter ce qui est sur la table aujourd'hui, mais qu'elle sait très bien qu'il faut que cet accord de retrait dont on parle, en effet, Florentin, vous avez raison, c'est un accord qui doit être ratifié à la fois par le Parlement européen, dont on a vu le président tout à l'heure, et par le Parlement britannique. Et au Parlement britannique, Madame May, ni à la Chambre des communes, n'a pas aujourd'hui de majorité sur Brexit. Elle a la majorité en nombre officiellement, mais compte tenu du fait qu'une grande partie du Parti conservateur et les unionistes ont des positions divergentes, elle ne peut pas faire accepter aujourd'hui cet état de choses. Ce qui est en effet la solution la plus, j'allais dire, facile, c'est qu'en effet, on tombe sur cet accord pour qu'en effet, il n'y ait pas de frontières dure entre la province d'Ulster et l'Irlande parce qu'en effet, on a peur que ces contrôles aux frontières ravivent des tensions qui se sont faites disparaître il y a 20 ans. Et en même temps, ça ouvre la période de transition qui permettrait en effet à l'Union et au Royaume-Uni de préparer la relation future calmement, sans qu'il y ait en effet les désagréments d'un no deal qui serait sauvage et qui rendrait en effet les échanges plus aléatoires aujourd'hui. On ne sait pas très bien comment ça va se passer, mais on sait très bien qu'il y aurait plus d'attentes pour les camions pour rentrer ou sortir, les avions, etc. Donc il y a une volonté manifeste, et Mme May est là aujourd'hui en disant « je vais essayer de trouver l'accord », mais on voit bien que cet accord qu'elle doit trouver, la clé dépend de comment elle peut le vendre aussi à Londres. À sa propre majorité. Je pense surtout que le problème, c'est de trouver un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, parce que la question de la frontière, je pense, sur cette question-là, tous les Britanniques sont d'accord, effectivement, ne souhaitent pas que l'Irlande du Nord se trouve dans une union douanière avec le reste de l'Union européenne et de mettre cette frontière, la nouvelle frontière en fait entre le Royaume-Uni et les autres pays, ce serait dans la mer d'Irlande. Ça, c'est quelque chose qui est inacceptable pour les Britanniques. Mais dans l'accord, justement, actuel, en cours de négociation, du moins, il y a justement cette crainte de la République d'Irlande qu'il y ait un jour une frontière dure qui soit rétablie. En fait, personne ne souhaite que cette frontière dure soit rétablie. Et donc, il y a cette notion de backstop, de filet de sécurité, que l'Union européenne demande à être inscrit dans l'accord de retrait et qui ferait que si on ne trouve pas une solution simple pour pouvoir faire circuler les marchandises entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, une fois que le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne, eh bien, il y aura la possibilité que l'Irlande du Nord revienne dans l'union douanière de l'Union européenne. Donc c'est ça, en fait, le gros problème actuellement. C'est ça qu'il faut arriver à régler. Et c'est là-dessus, surtout, que Theresa May avance d'un côté, effectivement, avec les Britanniques qui lui disent pas question de mettre en place cette frontière, et l'Union européenne qui lui disent il faut absolument qu'on ait ce filet de sécurité. Alors je pense qu'il y a quand même une semaine, à peu près, Michel Barnier avait un peu proposé des choses qui pouvaient faciliter cette question en disant oui, effectivement, on pourrait limiter le contrôle des marchandises à celles qui partent de certaines usines, des ports. Et il y a des solutions techniques qui sont envisageables. Donc, j'espère que l'Union européenne et le Royaume-Uni vont aller dans ce sens. Michel Barnier qui a rencontré les dirigeants nord-irlandais, donc Arlene Foster, parce qu'en effet, il a vu tout le monde, donc il essaye de trouver la solution. Mais cette solution, en effet, du côté européen, c'est des propositions qui sont, en effet, temporaires, c'est au cas où, si, etc. Mais bien entendu, il faut que Mme May arrive à le vendre à l'intérieur. Et là, pour le coup... Et comme Florentin l'a rappelé, ça fait partie d'un tout. On doit ratifier l'ensemble. Exactement. Petite question d'abord de Margot. Alors, ce n'est pas exactement le sujet, mais ce n'est pas grave. Qu'adviendra-t-il des accords Erasmus en cas de deal et en cas de non-deal? Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à Margot, qui est peut-être une étudiante inquiète? Bien, du côté britannique, en tout cas du gouvernement britannique actuel, il y a le souhait de continuer ces accords Erasmus. Donc, si l'Union européenne n'y voit pas d'objection, ils continueront. Très bien, on continue. Je voulais vous demander également, Catherine Mathieu, est-ce qu'il y a déjà des conséquences économiques, alors non pas au Brexit, on sait bien qu'il n'a pas eu lieu, mais sur cette incertitude générée suite à ce vote du 23 juin 2016 sur le monde des affaires? Alors, on a vu des effets immédiats
après le vote de juin 2016 par la chute de la livre, qui a baissé d'environ 10%. Ça a conduit à augmenter le prix des importations britanniques et ça a conduit à accélérer l'inflation au Royaume-Uni, qui est passée de 0% à un peu plus de 3%. Aujourd'hui, enfin, pour le moment, comme la livre s'est stabilisée depuis plusieurs mois, cet effet est derrière l'économie britannique et on est revenu à une inflation de l'ordre de 2,4%, qui est un tout petit peu Donc plus pour forte. l'instant, les conséquences sont très raisonnables. Mais en fait, ça c'est pour l'aspect, pour les prix monétaire. Et l'aspect, oui. Mais il y a quand même un autre élément qui est important et qui joue beaucoup, c'est sur l'investissement des entreprises. On voit qu'effectivement, depuis le vote de juin 2016, les entreprises ont vraiment freiné leurs investissements. Donc on a un effet du ralentissement de l'économie britannique qui passe aussi par l'investissement des entreprises. Et finalement, une économie britannique qui aujourd'hui augmente à un rythme de 1,5%, ce qui n'est pas si mal par rapport à la croissance qu'on a ailleurs en Europe, mais qui est un petit peu plus faible que ce que le Royaume-Uni avait avant le vote. Merci pour ces précisions. On va maintenant écouter Emmanuel Macron. C'était encore hier à son arrivée à Bruxelles et il nous offre une transition parfaite avec la prochaine partie de l'émission. Je pense qu'aujourd'hui, la Première ministre Theresa May a à nous dire aussi ce qui est possible d'être accepté compte tenu de ses équilibres politiques. Mais il est clair que par rapport à la feuille de route qui a été dressée par Michel Barnier, des avancées complémentaires sont nécessaires. Nous l'avons évoqué, donc la situation intérieure politique au Royaume-Uni est essentielle pour comprendre la question du Brexit, car la Première ministre britannique lutte sur plusieurs fronts, celui de l'Union européenne bien entendu, elle veut le meilleur deal pour son pays, celui de son opposition politique, c'est normal, qui tente de lui savonner la planche pour les prochaines échéances électorales. Et puis, on le verra dans un second temps, au sein de son propre camp, les conservateurs. Certains estiment en effet qu'elle gère très mal cette situation du Brexit. On écoute tout d'abord hier au Parlement britannique la Première ministre britannique qui s'adressait à Jeremy Corbyn, le chef de file des travaillistes. Deliver a Brexit that delivers on the vote of the British people and that ensures we protect jobs and security. And what would Labour deliver? They're havering around, they think free movement could still continue. That won't deliver on the vote of the British people. They now want a second referendum to go back to the British people and say, oh, we're terribly sorry, we think you got it wrong. There will be no second referendum. The people voted and this government will deliver on it. Voilà, et pour la petite anecdote, hier, en voyant ces images, j'envoie un message à Florentin Collot, notre correspondant à Londres, et je lui dis, dis donc, sacré échange hier entre Jeremy Corbyn et Theresa May. Il me dit, oh non, c'est toujours comme ça. Oui, c'est le théâtre politique britannique. Il y a cette séance des questions au Premier ministre tous les mercredis et c'est vraiment une séance de punching ball. Donc les politiciens ont l'habitude, le public aussi, et ne s'y intéresse pas beaucoup d'ailleurs. Ce que vous disiez sur l'opposition, elle a le beau rôle, puisqu'elle peut critiquer la gestion très critiquable du dossier du Brexit par le gouvernement de Theresa May, qui essaye d'avancer sur un terrain un peu miné. Simplement, elle n'a pas beaucoup d'alternatives. Elle ne propose pas beaucoup d'alternatives, si ce n'est que le beurre et l'argent du beurre, comme certains d'ailleurs dans l'autre camp aussi, c'est-à-dire de sortir tout en gardant exactement les avantages de l'appartenance à l'Union européenne, les avantages économiques. Donc s'ils étaient au pouvoir, ils disent qu'ils régleraient le dossier très très rapidement. On peut les prendre au mot et les attendre au tournant. Merci Florentin, mais également au sein des conservateurs, les débats sont assez virulents. On va écouter d'abord Theresa May, la Première ministre britannique, au congrès des conservateurs, c'était début octobre à Birmingham, elle demande de resserrer les rangs. Those of us who do respect the result, whichever side of the question we stood on 2 years ago, need to come together now. If we don't, if we all go off in different directions in pursuit of our own visions of the perfect Brexit, we risk ending up with no Brexit at all. Il faut resserrer les rangs, vous l'avez entendu, mais ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est qu'en marge de ce congrès officiel des conservateurs, se tenait dans une autre salle Boris Johnson, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui se montre très critique sur la gestion du Brexit par sa première ministre, qui est, je le rappelle, donc issue de son propre camp politique. That is not pragmatic. That is not a compromise. It is dangerous and unstable, politically and economically. My fellow Conservatives, this is not democracy. That is not what we voted for.
Florentin Collomb, du coup, la question qu'on se pose, à quel point Boris Johnson rassemble derrière lui une part du Parti conservateur ? Mais ce n'est qu'une seule des voix de l'opposition au sein du Parti conservateur. Donc Boris Johnson rassemble une partie et il essaye de ramener à lui, de réunir derrière lui les mécontents du plan de Chequers, les mécontents de la gestion du Brexit par Theresa May, et il essaye de proposer une alternative qui passe plus par ce qu'on appelle un hard Brexit et un accord de commerce traditionnel. Simplement, il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui postulent à prendre la relève de Theresa May. Il y a son autre ancien ministre, David Davis, qui a géré le dossier du Brexit jusqu'au mois de juillet dernier et a claqué la porte le même jour que Boris Johnson. Il y a un député conservateur plutôt de la frange droite qui s'appelle Jacob Rees-Mogg, mais il y en a bien d'autres. Donc le problème de Theresa May, il est là, il est d'avancer sur un terrain complètement miné, alors que tout ce qu'elle fait est sapé par sa propre majorité. L'accord avec l'Union européenne, il faut bien comprendre qu'il n'y a eu aucune avancée à ce sommet d'hier et d'aujourd'hui, mais il était sur la table ce week-end. Les deux parties étaient d'accord, avaient conclu un accord. Simplement, au dernier moment, Theresa May a compris que c'était explosif pour sa majorité et qu'il y a eu des appels à sa démission, des appels à la renverser pendant tout le week-end. Et du coup, elle s'est dit, on ne peut pas accepter ce texte tel qu'il est aujourd'hui, donc on va continuer à résister, à repousser le problème plus loin. C'est la question, Pascal Jolin. On a l'impression que Theresa May représente évidemment son pays, mais qu'elle serait en danger si jamais elle proposait quelque chose qui ne convient pas à son propre parti, à l'opposition, finalement à peu près tout le monde. Oui, ben c'est la question. C'est-à-dire que l'accord, je crois en effet, il existe. Alors, comme diraient les Allemands, le diable se niche dans les détails. Donc c'est pour ça que les 10% qu'on ne connaît pas encore sont peut-être à contrôler. Mais on s'approche d'une échéance qui devient de plus en plus restreinte. L'accord, il est là, il reste plus de choses à négocier, et on sait qu'on n'a plus beaucoup de temps. C'est-à-dire que là, Michel Barnier, après avoir dit pendant longtemps que la date du mois d'octobre était la date limite, accepte de reporter ça à décembre, mais décembre, c'est la dernière limite, parce que s'il y a un accord en décembre, il faut qu'à la fois le Parlement britannique et le Parlement européen le votent. Alors au Parlement européen, on pense que ça sera assez simple. Le Parlement britannique, là, c'est plus ouvert. Et il faut que ça soit fait avant le 29 mars. Donc, en effet, il y a 2 chambres au Parlement britannique. Donc on voit bien que ce délicat équilibre qu'elle doit trouver devient de plus en plus difficile, parce qu'il y a à la fois la pression du temps et que je ne vois pas aujourd'hui des avancées dans l'équilibre interne. C'est-à-dire que vous l'avez dit, Florentin, il y a des opposants à l'intérieur du Parti conservateur qui sont sur une ligne où, avant qu'ils acceptent un quelconque compromis, ils resteront. Et de l'autre côté, Madame May, à l'intérieur de son propre camp, je ne parle que du propre camp majoritaire, il y a en effet ces unionistes nord-irlandais qui, eux, en rajoutent une couche, tout en n'étant pas hard Brexiteurs, mais veillant à ce qu'en effet l'équilibre irlandais soit à leur faveur. Je rappelle quand même que la province d'Ulster a voté pour rester dans le Royaume-Uni à une grande majorité. Donc voilà. Oui, c'est exactement. Mais pas les unionistes. Pour rester dans l'Union européenne. Pour rester dans l'Union européenne. Voilà. C'est exactement ce que nous dit Christophe sur le Figaro.fr. Il ne faut pas oublier que l'Irlande du Nord a voté pour rester dans l'Union européenne. Mais pas les unionistes. Donc voilà. Donc il y a une double séquence pour Mme May, c'est-à-dire son parti et puis la coalition, enfin le DUP, pour prendre le nom exact. Alors après, les travaillistes, ils font un jeu très dangereux parce qu'en effet, je ne suis pas sûre non plus qu'ils aient tous une position commune sur le Brexit. Et ont-ils une position commune sur le deuxième référendum ? On a entendu Theresa May parler assez vertement à Jeremy Corbyn sur cette question, Catherine Mathieu. Que pensez-vous de la faisabilité d'un second référendum ? On va en parler parce que c'est un sujet qui vous fait extrêmement réagir sur le Figaro. Alors, cela me semble peu probable, parce qu'il y a une grande tradition de démocratie au Royaume-Uni, et c'est ce que Theresa May effectivement disait dans l'extrait que vous avez diffusé à l'instant. Et donc il y a eu un vote, les Britanniques ont voté en majorité pour sortir de l'Union européenne, et maintenant il s'agit d'avancer sans remettre en cause ce vote. Alors, en principe, maintenant, enfin en tout cas ce que souhaite à faire Theresa May, c'est de trouver un accord qui satisfasse à la fois l'Union européenne et le Parlement britannique, ce qui est une chose très très difficile à obtenir.
Si elle obtient un accord du côté de l'Union européenne et qu'elle présente un projet d'accord donc au Parlement européen au Parlement britannique, que celui-ci est voté, ce sera fait. Le débat sera clos. Le débat sera clos. Mais si effectivement, mettons-nous dans la situation où au niveau du Parlement britannique, il n'y ait pas d'accord, peut-être à ce moment-là, ce qui pourrait être envisageable, ce serait de demander aux Britanniques de voter sur l'accord et de leur dire, bon voilà, vous avez voté en majorité pour sortir, voilà l'accord qui est proposé, est-ce que ça vous paraît être un bon accord ou pas? Mais reposer la question, êtes-vous pour ou sortir de l'Union européenne, me paraîtrait le plus probable. Je vous lis quelques commentaires, je vous les propose, Pascal Johannin. C'est Hetfield qui nous dit ça. Contrairement à la France, 2005, en Angleterre, ils ont davantage le respect de la parole du peuple. Desjoyaux lui rétorque, le peuple anglais qui le regrette à présent a été dupé par les mensonges des Brexiters. C'est un autre argument qui est invoqué. Muir qui ne fait que approuver. Pauvres Anglais à qui Johnson et Nigel Farage ont vendu le retour de l'Empire et qui se retrouvent dans la situation d'un pays de seconde zone sans levier, sans moyens et peu d'avenir. Peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, il y a une même teneur de discours. Et puis Dutch, qui, plein d'espoir, nous dit « Je crois depuis le début à un référendum annulant ou édulcorant fortement le Brexit, qui pour moi est une reculade de l'histoire, une régression. » De quel côté penchez-vous, entre guillemets? Alors, moi, je ne suis pas sûre qu'en France, il y a eu un référendum, la réponse a été non, et on a en effet il n'y a pas de constitution européenne, je suis désolée, il y a un traité de Lisbonne, mais il n'y a pas de constitution européenne, ça ne s'appelle pas la constitution européenne, donc on a bien maintenu la décision du peuple. Non, là, les Britanniques, en l'occurrence, je ne pense pas qu'ils revoteraient sur la même question. Je dis bien au conditionnel, parce qu'il ne faut être sûr de rien compte tenu de ce qui se passe. Ça fait quand même 2 ans que les Britanniques ont voté. Monsieur Farage, c'est une non-question. Il a disparu le 24 juin après avoir dit bon ben voilà, mission terminée. Mais voilà, il n'a pas proposé quoi que ce soit, etc. Donc over. Hein. Et donc Madame May se retrouve à gérer une situation qu'elle-même n'a pas voulu parce qu'elle n'était pas dans le camp des Brexiteurs. Et qu'en effet, ceux qui ont vendu le Brexit dans la campagne, Boris Johnson, aujourd'hui ne se retrouvent pas non plus avec une majorité au sein du Parti conservateur. Il y a quelques personnes, Florentin l'a parlé, il y a M. Rees-Mogg notamment, mais ils ne sont pas une majorité. Donc les hard Brexiteurs, c'est une partie. Et ils se rendent bien compte que ce qu'ils ont vendu il y a 2 ans, c'est pas toujours ce qui s'est passé. Il ne faut pas oublier que le référendum, excusez-moi, juste que le référendum de 2016, il n'est pas arrivé comme ça par hasard. Il est arrivé parce que chez les conservateurs, il y avait depuis déjà très longtemps, il y avait une fracture. Et c'est comme cela que David Cameron a été amené à proposer ce référendum en espérant qu'en fait il l'emporterait, effectivement, que le débat serait clos. Mais ça n'est pas ça qui est arrivé. Et surtout, on n'a pas donné... Alors, moi, je reviens en fait, c'est que le 23 juin 2016, quand le référendum, M. Cameron est parti, et en effet, on aurait pu penser que c'était un partisan du Brexit qui prenne la succession pour pouvoir gérer en effet cette affaire qui était on veut sortir. Mais Monsieur Johnson aujourd'hui, il est la plus grande voix des des hard Brexiteurs, mais il n'a pas une majorité derrière lui, donc il n'arrive pas à dégommer, si je peux plus dire, et à prendre la place de Theresa May. On voit bien que c'est son intention, qu'il aimerait, etc. Mais il n'a pas encore appuyé sur le bouton j'y vais à fond. Et justement, donc Madame May, elle se retrouve dans une position vraiment très inconfortable, avec cette double exigence de à la fois son parti, à la fois son partenaire de coalition, puisque en effet, quand elle a fait des élections en 2017, elle les a perdues, disons-le clairement, et le Parti conservateur, tout scrutin majoritaire qu'il y ait au premier tour, n'a pas réussi à avoir la majorité. Donc elle a en effet une position très difficile. Et de l'autre côté, l'Union européenne, qui n'est pas méchant, a une position en effet unie, et en effet laissant ouvertes au maximum les voies de négociation. Donc là, on atteint décembre, mais on sait très bien qu'il faut qu'elle a 2 mois, et il n'y en a pas plus maintenant. Hein. Donc il faut même qu'on ait l'accord à début décembre. Florentin Collomb, où est-ce qu'on en est au Royaume-Uni sur cette question d'un deuxième référendum? Est-ce qu'il est souhaité par la population et quel en serait le résultat? C'est une question très très dangereuse et explosive. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois, ça aurait été jugé très fantaisiste. Enfin, il y avait quelques personnes qui le réclamaient, mais c'était une minorité, c'était jugé fantaisiste. Aujourd'hui, l'impasse et l'impératif politique, finalement, poussent à rendre la parole au peuple. Il va y avoir ce samedi à Londres une manifestation monstre qu'on annonce comme la plus grande manifestation depuis la guerre en Irak pour réclamer le second référendum. Donc, il y a beaucoup de voix qui réclament ce second référendum. Le parti travailliste, le parti d'opposition, a dit qu'il le soutiendrait éventuellement, en tout cas que c'était une des options
sur la table. Et c'est une option qui pourrait finir par s'imposer, en effet, si un deal n'est pas ratifié au Parlement ou s'il n'y a pas de deal. Mais ça ne résoudrait rien, car aujourd'hui, le rapport de force est à peu près 52-53 pour rester dans l'Europe, si c'était la question qui était posée, contre 47-48 pour partir, qui est la proportion inverse du résultat de 2016 et qui montre que le pays est toujours profondément divisé en deux sur cette question. Et si on revotait pour voter dans le sens inverse, ça ne réglerait absolument pas la question. Alors après, on peut voter techniquement sur le deal pour accepter ou pas le deal, mais beaucoup des promoteurs du second référendum voudraient que cette question du maintien dans l'Europe y figure. Catherine Mathieu, je vous approuver sur le fait qu'effectivement un deuxième référendum ne changerait rien à cette crise politique qui agite le Royaume-Uni. Oui, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. Hein. C'est très probablement, enfin, quand on voit l'histoire de juin 2016 et aujourd'hui, ce que nous disent les sondages, on peut s'attendre à tout aussi s'il y a un nouveau référendum. Et ça ne résoudrait rien, effectivement, parce que mettons qu'il y ait à nouveau les Britanniques qui disent en majorité « nous souhaitons sortir », que ferait à ce moment-là le nouveau gouvernement ? Est-ce qu'il y aurait, probablement, il y aurait des élections générales ? Mettons que ce soit les travaillistes qui les gagnent, mettons. Que ferait-il ? Et pour l'instant, ils n'ont pas non plus de stratégie claire sur le Brexit. Donc je ne vois pas comment un nouveau référendum, en tout cas posant la question « souhaitez-vous rester ou sortir ?», changerait la donne. Un dernier mot, quelles sont les prochaines échéances que vous attendez finalement ? Après un sommet qui, on l'a vu sur la question du Brexit, n'a pas servi à grand-chose, les prochains serviront-ils ? Il y en a un. Vous savez, les conseils européens, il y en a un en mois d'octobre et un au mois de décembre. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas Brexit ou pas. Il y avait éventuellement, mais il a été annulé, le projet qu'on avait éventuellement d'organiser un conseil un peu spécial en novembre a été annulé hier soir parce qu'on voit bien que ça ne sera pas suffisant pour aboutir à un accord. Donc en effet, c'est en décembre. Donc en décembre, il y a ou pas les progrès suffisants que Michel Barnier, qui est le négociateur en chef, il faut rappeler que c'est lui qui est l'homme du Brexit au niveau européen, estimera que les Anglais ont fait ou pas. Et donc ça, pour l'instant, hier soir en tout cas, il a dit on a besoin de beaucoup plus de temps, donc je sens que les Européens sont prêts à laisser le maximum de semaines qui restent avant début décembre, c'est-à-dire 6, on va dire, pour essayer d'avoir en effet un accord le 15 décembre. Alors après, il y a la ratification parlementaire. Ça, c'est une affaire. Moi, je ne sais pas ce que les Britanniques feront, parce que les équilibres politiques... Voilà, d'ici là, l'équilibre politique aura peut-être changé également au Royaume-Uni. Il y a des conservateurs qui sont contre Theresa May, mais qui ne voteront peut-être pas contre, parce qu'ils se diront si c'est en effet, si on la fait tomber, qui sera à la place, et que on la tient, il vaut mieux qu'en effet avoir quelqu'un dont on ne sait pas qui ce sera. Donc, tout ça est très précaire. Et en effet, ce qui est sûr, c'est que s'il y a un accord qui est voté, donc avec les 3 questions citoyens, facture à régler jusqu'en 2020 et accord britannique, il y a après en effet cette période de transition qui s'ouvre pour en effet négocier la relation future dans le détail. Il y a déjà les grandes lignes qui vont avec l'accord de retrait d'ailleurs, mais ces grandes lignes. Et donc en effet, on voit bien, et là c'était la proposition de Michel Barnier aussi hier soir, donc le deuxième temps, c'est que on se laisse du temps pour négocier l'accord de retrait et on se laisse du temps supplémentaire pour négocier l'accord pour qu'il soit dans les meilleures conditions. Alors, on avait mis fin 2020 qui était l'échéance budgétaire actuelle. Si en effet on va au-delà 2021, s'ouvriront de nouvelles discussions pour savoir en effet si les Britanniques qui resteront dans les instances européennes sans faire part du processus de décision, accepteront de mettre un peu d'argent au pot pour l'année 2021, puisqu'ils seront également encore ils seront dans les institutions tout en n'étant pas représentés par un commissaire ou par des députés. Merci beaucoup. Le dernier mot sera pour nos internautes. 2 commentaires. Antimac qui nous dit « Je trouve cette tragique comédie sur le Brexit un peu exagérée après une période transitoire difficile, ils s'en sortiront ». Et puis Gepetto qui rebondit sur notre débat du second référendum avec plein d'ironie et qui nous dit « Et si le résultat est contraire, fera-t-on un 3e vote ?» Et évidemment, pourquoi pas. Pascal Joannin, merci en tout cas d'avoir été notre invité. Catherine Mathieu. Et puis Florentin Collomb, je vous laisse à vos Brexit et à vos épopées royales. Merci. Une très bonne après-midi. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Interaction. Ciao.